Gala. Le corona, ce virus qui met la société à U et à dia. Mon invité, Jean-Luc Gala, spécialiste en maladies infectieuses, UCL, il est chef de clinique. Jean-Luc Gala, vous avez failli ne pas être là, ne pas être devant moi, car vous avez attrapé tout au début ce virus. Vous m'avez dit avant l'émission, je suis un rescapé. Et vous êtes un rescapé particulier parce que vous avez exigé, comme vous êtes docteur, d'avoir de la cortisone. Alors que, si je me souviens bien, la cortisone, c'était surtout pas employé. Vous savez, la cortisone dans une maladie infectieuse, très intuitivement et au niveau médical, ce n'est pas recommandé parce que ça diminue l'immunité forcément. Voilà. Mais dans ce cas-ci, on est confronté à une maladie qui engendre des désordres, je vais dire, une réponse de l'immunité qui est excessive, sans entrer dans les détails techniques. Et quand je dis que j'ai exigé, je voudrais tempérer. J'ai discuté avec mes collègues médecins qui partageaient les mêmes idées, mais qui étaient quand même... Ils n'osaient pas. Ils étaient très prudents par rapport à quelque chose qui était extrêmement controversé, voire interdit dans certains pays, franchement interdit. Et moi, je leur ai dit que je prenais toute la responsabilité d'une conséquence négative éventuelle de ce médicament. Ça vous a sauvé ? Moi, j'ai la conviction que ça m'a aidé à passer un cap essentiel, sans quoi je serais descendu aux soins intensifs, oui, certainement. Alors, aujourd'hui, on donne de la cortisone. C'est même recommandé. Oui, aujourd'hui, la dexaméthasone, c'est un nom un peu spécial, mais c'est une forme de cortisone. Les études scientifiques s'accumulent pour lui reconnaître la vertu, effectivement, de briser cette réaction immunitaire. Alors, dites-moi, aujourd'hui, est-ce que pour vous, on assiste à une vaguelette, un rebond ou une deuxième vague? À rien du tout de tout ça. Comment rien du tout? On assiste à rien du tout de tout ça. Une vaguelette quand même, non? Pardon? Pas une vaguelette? Même pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons effectivement des cas sporadiques. Et il ne faut pas le nier, il y a des cas de Covid qui arrivent aux soins intensifs, certainement. Il y a des patients qui sont hospitalisés régulièrement, certainement, comme dans toute maladie infectieuse. Mais ce n'est absolument pas la courbe exponentielle dont on a discuté dans l'émission précédente. Il y a un certain nombre de tests positifs, il y en a de plus en plus, mais on fait de plus en plus de tests. Oui, mais votre collègue Van Rans dit cette semaine, il y a un nombre de nouveaux cas qui augmente de 75% par semaine et le nombre R, le fameux nombre R dont on parle, est à 1,4. Ça, c'est vrai quand même ou pas? Ce nombre R, il faut savoir, M. Vrebos, ce nombre R, c'est une formule mathématique hyper complexe. Et je voudrais que M. Van Rans nous explique exactement ce qu'il comprend de ce nombre R et comment on le calcule. Tout en question, et comment on le calcule. Je ne remets rien en question, M. Vrebos. Je dis simplement qu'un chiffre est un chiffre et nous, médecins, nous ne traitons pas des chiffres. Nous ne traitons pas des chiffres, nous traitons des patients. Ce que l'on voit en hôpital, nous devons nous en occuper. Nous devons être très vigilants par rapport au système hospitalier et à sa capacité à traiter les malades. Ça, oui. Mais un R ne veut rien dire dans sa formule actuelle. Alors, Emmanuel André, un autre de votre collègue, il dit « L'évolution dans le groupe d'âge est inquiétant, on va rater le train encore une fois. » Inquiétude. Je ne sais pas chez les seniors, quoi. Je ne sais pas si Emmanuel André a consulté récemment les chiffres de Science Anno, j'espère pour lui, parce que dans les chiffres que l'on voit tant publiés par Science Anno qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en Italie, tous ces chiffres disponibles montrent quoi? Que le pic de cas positifs, mais quand on dit cas positifs, on parle bien de tests positifs, pas de malades, c'est un pic qui se situe au maximum entre 10, 20, 30 ans. Les personnes à risque, qui étaient celles que nous voyons en hôpital et qui, effectivement, surchargeaient les hôpitaux en mars-avril, nous ne les voyons plus. Et les cas positifs chez ces personnes, nous ne les voyons plus non plus. Quand je dis que nous ne les voyons plus, de nouveau, pondérons, ce ne sont plus la majorité des personnes positives. Mais même Eric Havlik a dit qu'il y a une hausse des contaminations, c'est inquiétant. Donc, tous ces gens ont faux, c'est vous qui avez raison. Monsieur Vrebos, je ne dis pas qu'ils ont faux, je dis qu'ils voient les chiffres avec des yeux autres que les nôtres. Ils ont une interprétation des chiffres qui n'est pas la nôtre. J'ai discuté avec Eric Havlik hier, organisé par les journalistes du CNAC, pendant 2h30 d'interview. Nous avons discuté d'une manière polie, courtoise, entre intellectuels qui ont une approche
qui est discordante par rapport à la problématique, Oui. mais nous avons convenu qu'il y avait un certain nombre de points, effectivement, où nous étions d'accord, et elle a reconnu qu'effectivement, la situation n'avait pas la gravité qu'on lui conférait ou que lui conféraient certains experts du Céléval à l'heure actuelle, mais qu'il fallait rester attentif, c'est en quoi nous sommes d'accord. Pour vous, vous avez dit, je crois, je vous cite, que parfois certains experts flamands étaient des espèces d'ayatollahs et qui pesaient beaucoup trop sur le politique. Vous signez, vous persistez? Alors, je persiste et je revendique le copyright de cette appellation Ayatollah, c'est dur quand même. Hein? Ayatollah, c'est très dur. Mais ayatollah veut dire quoi? C'est quand, en tant que scientifique, vous maintenez une position dogmatique envers et contre tous, envers et contre les évidences médicales et scientifiques. Exemple. Allez, un exemple pour qu'on comprenne. Mais les chiffres ici, les chiffres qu'on nous a donnés depuis des semaines ne corrèlent pas du tout, ou plus du tout, avec ce qu'on voit dans le milieu hospitalier. De nouveau, on a des cas sporadiques. Et on ne le conteste pas. Il y a des patients Covid en soins intensifs. Oui, certains patients de soins intensifs, mon collègue, le professeur Laterre, me l'a encore rappelé hier, sont là depuis des semaines et des semaines et des semaines. Ce ne sont donc pas des nouveaux cas, mais ils sont comptabilisés dans les cas de soins intensifs actuellement rapportés par Saint-Sano. Est-ce qu'on parle donc d'une épidémie et de quelque chose de nouveau? Non. Il y a des cas sporadiques? Oui. Est-ce que c'est exponentiel? Non. Est-ce que la situation médicalement est hors contrôle? Non. Est-ce qu'on doit absolument être vigilant pour contrôler cette situation hospitalière? Oui. Est-ce qu'on doit recommander les mesures et la persistance des mesures à la population? Oui. Et on doit l'encourager, et moi je l'encourage, parce que franchement, notre population a été exemplaire, résiliente et a fait le maximum pour se protéger. Docteur Gala, des experts qui défendent parfois des thèses alors complètement différentes en public, hein, qu'ils le fassent en séminaire, oui, ça c'est la science, mais en public, avouez que pour le citoyen et pour le politique, c'est un peu la cacophonie. C'est non? Extrêmement désobligeant, c'est regrettable, et sachez que j'ai reçu plusieurs mails de médecins du nord du pays qui me disent « Tu as été très courageux de t'attaquer à une de nos grandes personnalités, un de nos champions. » Oui, Van Rans, citez-le. Je ne cite jamais de nom, M. Vrebos. Tout le monde, là. Le champion, il n'y a que lui, hein? Je ne cite jamais de nom. Mais il est vrai aussi que ces positions-là doivent être débattues et que le débat scientifique normal se fait dans des publications scientifiques, dans des colloques, dans des congrès, dans des workshops. Et ils me disent, docteur, c'est dommage que vos positions aillent à l'encontre d'une position officielle. Et je leur dis toujours, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis à 100% d'accord avec vous, mais quel autre choix avons-nous, puisque la voix des médecins n'est pas entendue? Donc, nous n'avons pas de place de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a le Céléval, avec une composition, je vous le rappelle, qui est purement politique. Oui. Les experts sont choisis sur base politique et pas sur base de leur CV. Vous voulez dire quoi par là? Je dis simplement que... Enfin, ils ont un CV quand même, c'est quand même pas des... Monsieur Vrebos, je ne suis pas en train de vous dire que les gens du Céléval sont des gens stupides. Mais je n'ai jamais dit ça. Ce sont des gens pour qui j'ai le plus profond respect intellectuel. Il n'empêche que vous m'accorderez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Mais si ce que nous, médecins, et pas moi personnellement, ma position personnelle, on s'en fout. C'est pas ma position personnelle qui compte. C'est qu'est-ce que les médecins pensent à l'heure actuelle, les généralistes, les intensivistes, la médecine d'urgence dont on ne parle jamais. Qu'est-ce que ces médecins pensent de la situation qu'eux vivent au quotidien? Mais on ne les entend pas. Ils n'ont pas de place de débat. Parlons des bulles. La bulgique, si j'ose dire, est-ce que c'est fini? Bulle 5, 7, 8, c'était une mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée, et je pense que je me suis déjà longuement exprimé là-dessus. Il faut la remplacer par quoi? Il faut la remplacer par rien du tout. Nous avons déjà toutes les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie. Nous l'avons fait dans la première phase, et d'autres pays l'ont fait tout aussi brillamment que nous d'ailleurs, ou efficacement. Brillamment, je ne dirais pas, mais efficacement, certainement. Cette bulle de 5, elle est socialement très pénalisante, elle est économiquement intenable pour tous les petits commerces
qui sont confrontés à cette bulle de 5, c'est intenable. Elle est absolument illogique. Si vous avez une famille avec 3 enfants de 20 ans et que vous avez votre femme et vous à table, vous êtes déjà au-delà de la bulle de 5. C'est incompréhensible, c'est non contrôlé, c'est non contrôlable, ça n'a pas de sens scientifique, c'est donc inutile. Allez, le QCM, pour respirer un peu. Dans le plan de pandémie de 2009, à votre avis, combien de masques l'État avait prévu de stocker? 32 millions, 22 millions ou 12 millions? Allez. Je n'en ai absolument... Mais à votre avis? Parce que c'est intéressant, la question, vous allez voir, la réponse est intéressante. Je ne vous étonnerai pas en disant que j'en ai vraiment fichement pas la moindre idée. Intuitivement. Plan de pandémie 2009, combien de masques l'État avait-il prévu de... Moi, je dirais 32 millions. Eh bien, c'est juste. 32 millions. Oh, attendez, non, mais si je pose la question, c'est parce que c'était prévu en 2009 et que lorsque c'est arrivé, il n'y avait rien. Monsieur Vrebos, c'est intéressant votre question. Vous savez que... C'est une constatation. C'est une constatation qui rejoint un état de fait que je voudrais vous souligner. En 2 mots, c'est que les préparations aux pandémies ne peuvent pas uniquement être le fait d'un État national. Elles doivent être coordonnées au niveau européen. On a malheureusement vu que l'Europe était totalement absente, pas parce qu'elle ne voulait pas être présente, mais parce que la souveraineté des États l'a emporté. Alors, vous avez, vous, des labos mobiles, hein, BeLive, dont certains étaient en Italie, on parle de Lesbos. Moi, ma question est simple. Pourquoi vos labos mobiles qui font des tests, pourquoi vous ne les faites pas à Louvain où vous êtes ou ailleurs? Ou paraît-il on a des résultats en 10 minutes? Alors que les gens, pour l'instant, ont beaucoup de difficultés à faire des tests facilement. Bon, il y a 2 aspects à votre question. D'abord, parce que moi, je suis au service du gouvernement, et tant que le gouvernement ne me donne pas un ordre de mission, pour la Belgique, je ne pars pas. Si l'OMS me donne un ordre de mission pour Lesbos, ou si les Italiens me demandent de me déployer et que je peux le faire, je le fais. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pour le nombre de tests, on en fait beaucoup trop. On en fait beaucoup trop et ça va vous paraître paradoxal. On en fait beaucoup trop parce que le système de médecine générale est en train d'exploser face aux demandes et pas mal de demandes ne sont pas vraiment rationnelles. Quand je dis rationnel, c'est justifié. Il faut effectivement faire beaucoup de tests, même plus de tests, mais les diriger vers les personnes qui ont des symptômes et qui sont malades. Mais faire un test pour quelqu'un qui revient d'une zone rouge, honnêtement, moi personnellement, je vois vraiment pas l'intérêt. Vraiment, franchement, alors si vous aviez des milliards de tests à disposition et des milliards d'euros à consacrer, je ne dis pas que ça n'aurait pas un intérêt. Ici, nous n'avons pas ces milliards, nous n'avons pas ces tests et nous sommes à court de réactifs. Le podium, alors 4 choses, 3, 2, 1 par ordre de priorité. Distanciation sociale, masque obligatoire, masque à la carte et se laver les mains. 3, 2, 1. Alors, masque à la carte certainement, en précisant bien quelle est la carte. Donc masque à la carte en 3, 2. Distanciation sociale certainement. Et 1. Se laver les mains certainement. Alors, une question d'Ingrid de Mons, qui dit ce virus est mystérieux. Est-ce qu'il vient d'un labo chinois, comme le prétend une virologue chinoise, ou est-ce un pur fantasme? En un mot. Non, le virus vient vraiment de Chine. Mais pas d'un labo. Alors, sans entrer dans les détails que personne n'a à connaître et pour lesquels nous n'avons d'ailleurs pas absolument toutes les données, il est vrai que c'est interpellant. L'origine de ce virus, dans sa modalité, est interpellante et ce n'est peut-être pas aussi simple que la réalité qui nous a été donnée. Je n'en dirai pas plus. Une autre question de Shirley Danguien. Avec toutes les précautions qu'on prend pour le corona, est-ce qu'on doit encore se faire vacciner pour la grippe saisonnière? Parce qu'on risque de ne pas l'attraper, sous-entendu. Mais bien évidemment. La grippe saisonnière, c'est la grippe saisonnière. La grippe saisonnière tue, et tuera même peut-être plus que le coronavirus si on ne le fait pas. Donc certainement, les groupes à risque doivent se protéger contre la grippe sans aucune hésitation. Et dans les groupes à risque ou dans les groupes recommandés, nous avons ce qu'on appelle les catégories A, m'excusez pour le terme, mais les médecins en font partie, les femmes enceintes, les enfants, etc. Donc oui, définitivement oui. Et d'ailleurs, je pense bien que c'est vraiment le plan de l'État belge et c'est un bon plan. C'est le moment du mea culpa. Si vous aviez à faire un mea culpa depuis le début de cette crise sanitaire, ce serait lequel? Vous, hein, professeur Gala. J'ai très peu de sens critique. C'est vrai? Non, c'est une blague. Non, écoutez, un mea culpa, vous me prenez quelque chose que vous regrettez, quoi. Vous me prenez à brûle-pourpoint, quelque chose que je regrette de ne pas avoir pu faire et que j'aurais voulu vraiment faire. Je pense que le mea culpa aurait été que j'aurais aimé pouvoir
rassurer beaucoup plus la population dès le début de la crise en lui donnant vraiment, ou en ayant la possibilité avec d'autres de mes collègues, pas à titre individuel, jamais à titre individuel, mais que nous ayons vraiment eu au niveau de l'État belge une cellule d'experts qui se parlent ensemble de manière contradictoire avant de pouvoir donner des messages rassurants, mais aussi très indicatif et très clair parce que la communication a été désastreuse. Alors cette semaine, une étude anglaise aurait montré que l'homme peut infecter les chats, les chiens, même les tigres. Ça nous intéresse moins. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant ou pas? Moi, les tigres m'intéressent beaucoup parce que c'est une espèce menacée. Oui, donc je vous dirais que ça m'intéresse beaucoup. Mais les chats et les chiens, parce que ça intéresse les chats, Monsieur Vrebo, je vais vous dire, le nombre de chats infectés qui ont été rapportés dans la littérature, c'est 3. Oui. Le nombre de personnes réinfectées de manière objective qui ont été rapportées dans la littérature internationale à l'heure actuelle, c'est 3. Est-ce que nous allons donc consacrer une demi-heure de votre émission à parler d'exception? Justement, on passe à autre chose. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Vous êtes aussi un expert en armes biologiques et toxiques à la tête d'un labo. Vous êtes un ancien colonel. En méthode défensive. Défensive, évidemment. Vous êtes en avance sur votre temps en matière de bioterrorisme. Ça, c'est le service d'espionnage belge qui l'a dit dans Le Monde. 2 sociétés chinoises se sont installées sur le campus de Louvain. Docteur Gala, est-ce que vous êtes un scientifique espionné? Est-ce que vous avez été infiltré, notamment par les Chinois? Écoutez, moi j'ai lu ça, attendez, c'est sérieux. La question est sérieuse. Oui, mais je n'en doute pas, même si mon sourire en dit long sur la façon dont je vais vous répondre. En 2 mots, parce que voilà. Bien sûr. D'abord, je n'ai jamais travaillé avec les Chinois. 2, je n'ai jamais eu de collaborateurs chinois dans mon laboratoire. 3, mon laboratoire est protégé. 4, nous sommes en contact avec les autorités cybersécurité de l'UC Louvain. Et je suis particulièrement aidé et protégé par ces personnes, que je remercie d'ailleurs sur votre plateau. L'UC Louvain fait vraiment un travail remarquable pour protéger ce travail qui est essentiel. La sécurité de l'État aussi, puisqu'elle est bien au courant de ma situation. Et nous sommes évidemment en contact quand nous devons l'être, et uniquement quand nous devons l'être. Et dans ce cas-là, donc vous avez nous des l'étions. secrets militaires? Je n'ai pas de secret militaire et si j'en avais, je ne vous le dirais pas. Ça, et je suis d'ailleurs militaire retraité, donc je n'ai pas à en connaître à l'heure actuelle. Mais il est évident que l'espionnage fait partie de notre vie quotidienne. L'espionnage industriel, c'est au quotidien. Les Américains nous espionnent, les Anglais nous espionnent. Tout le monde espionne. Donc vous êtes un espionné, si j'ose dire. Écoutez, tout le monde regarde tout et il est vrai que les secrets de fabrication industrielle sont un domaine qu'il faut protéger. Rapidement, des cotes sur 10. Cienzano. Une cote sur 10. Moi, je dirais, franchement, 8 sur 10. La gestion actuelle de la crise sanitaire? Je dirais 5 sur 10, mais avec beaucoup d'empathie pour la Première ministre qui a un rôle infernal et nous lui rendons la vie infernale. Donc, Madame Wilmès, bravo pour votre résilience. La gestion de la Suède, la crise en Suède, qui est très différente de la nôtre. Déroutante. Oui, une cote? Je dirais 8 sur 10. Vous êtes un prof qui donnait des bonnes cotes. Hein? Oui. Et Maggie Lebloch, la ministre de la Santé. Alors, vous m'auriez posé la question il y a 6 semaines, je vous aurais dit 4 sur 10 parce qu'elle était contre les masques et que ça, c'était... Et vous étiez un peu Monsieur Masque à l'époque. Hein? Je ne me qualifie pas de Monsieur Masque, j'ai simplement dit quelque chose qui était empirique, qui était dit aussi par d'autres collègues, mais sans voix, c'est que le masque était une évidence. Et aujourd'hui, une cote pour Maggie Lebloch? Alors, elle a changé d'avis, et elle a maintenant un ton qui est beaucoup plus proche de ce que nous recommandons, je dirais quand même 7 sur 10. Quel est le conseil, en 2 mots, que vous pourriez donner à quelqu'un qui a 25 ans? À quelqu'un qui a 25 ans, je dirais, vis ta vie, parce que nous ne pouvons pas massacrer la vie des jeunes. Nous ne pouvons pas massacrer la vie des enfants. Ce que certains veulent leur imposer maintenant, c'est absolument invivable sur le long terme. Et on ne sait pas quel sera ce terme. Que le virus circule parmi les jeunes, bravo, dites-vous. Mais oui, je dirais pas bravo, je dirais c'est inévitable. Vous ne pouvez pas arrêter la circulation d'un virus, et certainement pas chez des jeunes qui ont besoin d'une vie sociale comme de pain. Comme vous, comme moi, mais eux le font réellement beaucoup plus que nous. Par contre, je leur dirais la deuxième chose qui est tout aussi importante, et je le dis à ma fille de 20 ans, sois responsable. Vis ta vie, sois responsable par rapport à nous,
les vieux. Sois responsable par rapport à nous qui sommes des groupes à risque ou qui ne le deviendront, ou à ceux qui le sont déjà. Sois responsable et quand tu es au contact de ces gens-là, fais le maximum et suis les mesures, pas de nouvelles mesures, les mesures qui sont déjà appliquées. La phrase que vous ne diriez jamais entre les experts et les politiques, ce sera toujours une phrase que vous ne direz jamais, hein, mais vous allez la dire maintenant. Ah, ce sera toujours un dialogue difficile, mais c'est inévitable. Oui. Oui. C'est inévitable parce que vous avez 3 groupes, je vais dire, de pression. Vous avez la population qui, accessoirement, élit, je ne vous le rappelle pas, les politiciens. Vous avez les politiciens qui ont une charge de la responsabilité de l'État, de la protection de ses citoyens. Et les politiciens se reposent évidemment sur les experts pour savoir ce qu'il faut faire. Les canaux de communication de ces 3-là sont très mauvais à l'heure actuelle et ils sont toujours difficiles. Merci d'avoir été mon invité. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.